Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouvel interview. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une personne très particulière parce que je l'aime vraiment beaucoup. Elle est médium. Et auparavant, je vous rappelle bien entendu les petites annonces de cette chaîne. Vous retrouverez tout ça dans le descriptif de la vidéo, autant pour les miennes que pour les siennes. Je vous annonce qu'il y a plein de choses qui se passent d'ici la fin de l'année. Il y a des séances de peinture intuitive, il y a des séances de groupe de parole avec la vision non duelle, il y a des programmes de découverte qui seront proposés aussi encore en novembre, et puis tout ce qui est continu et que vous pouvez trouver sur mon site, les rendez-vous individuels également. Alors aujourd'hui, comme je vous le disais, on va travailler, on va recevoir une médium, on va bien écouter son message. J'ai le grand plaisir de vous présenter Sophie Snaidier. Bonjour Sophie. Oui, bonjour Sandrine. Merci de me recevoir sur ta chaîne. Voilà, je suis ravie d'être là. Et écoute, moi aussi, je suis très touchée par ce que tu fais. J'aime beaucoup. Je suis, même si je suis pas à fond parce que j'ai pas trop de temps, mais je suis de loin ce que tu fais. Et je suis ravie d'être là aujourd'hui sur ta chaîne pour pouvoir justement aussi parler de ce que je fais. Et je suis contente que tu m'as invitée. C'est gentil à toi. Ah bah écoute, c'est un plaisir vraiment partagé parce que tu es une personne au grand cœur et j'ai vraiment découvert au fur et à mesure de nos rencontres toute cette capacité d'écoute, d'accueil que tu as, de compassion aussi envers les gens. Tu es vraiment gentille, mais pas une gentille bébête, hein, une gentille perspicace. Hein. Ouais, je te lâche rien. Ça, c'est vrai. C'est du tempérament. Voilà, tu as du tempérament et on ne te berne pas facilement. Voilà, voilà. Alors justement, au sujet de ton regard sur la vie en général et sur la médiumnité, j'aimerais bien que tu nous expliques brièvement ton parcours pour resituer un petit peu la personne que tu es devenue, pour tous ceux qui ne te connaisseraient pas encore. Voilà. Oui, merci. Alors, mon histoire, je dis toujours, elle est simple. À chaque fois, je dis, tout est simple avec moi. En fait, ça a commencé, enfin, du moins, quand mon père est décédé. Donc, j'avais quand même mon père qui était malade à la maison, je m'en suis occupée. Il souffrait de grosses pathologies à l'époque. Et les choses sont arrivées comme ça, au fur et à mesure, tout doucement. Plus mon père déclinait, plus j'allais vers quelque chose qui s'ouvrait, qui était déjà en moi, parce qu'il faut savoir quand même qu'à l'époque, jeune fille, j'avais des songes et des apparitions quand même assez importantes, mais c'est quelque chose que je n'ai pas mis de côté. C'est quelque chose que j'ai vécu et qui est resté comme ça. Les années ont passé, j'ai fait ma vie, et quand mon père commencé à tomber malade sérieusement et que, comme je disais, je m'en suis occupée et qu'il a commencé à décliner, là, il y a quelque chose qui se mettait en place. C'est comme si on me préparait à autre chose. Ça a commencé comme ça. Donc, j'avais beaucoup de messages qui venaient, on me préparait. Je vivais ça un peu à la sauvage, partout où j'allais. Une fois, je voyais des personnes décédées. Je disais aux gens, alors je disais, mais pourquoi je vais les voir? Ils m'ont rien demandé. Je leur dis ça. Les gens étaient surpris, mais contents aussi en même temps. Donc, c'est une médiumnité à la sauvage que j'ai vécue, mais c'est pas quelque chose que j'ai demandé. C'est pas quelque chose que j'attendais. Je savais qu'il y avait quelque chose en moi, mais moi, je l'avais vécu, même jeune, normalement. Quand il arrivait quelque chose ou quelqu'un décédé, je le disais, puis voilà. Mais ça me perturbait pas plus que ça. C'était normal. Franchement, même limite, c'était normal pour moi. Donc, j'ai grandi comme ça. Et après, donc, au décès de mon papa, là, les choses se sont explosées. Quand j'ai explosé, ça veut dire c'est lui-même. Mais quand je dis c'est lui-même, vraiment, après son décès, qui a commencé à me téléguider, mais comme vraiment on peut dire téléguider, comme si vous avez une télécommande et que vous téléguidez une voiture, vous savez, là, tu sais, les voitures téléguidées. C'était vraiment ça. Je voyais mon père, il m'apparaissait, il me parlait, il m'a donné même le nom des messages de l'au-delà. Donc aujourd'hui, c'est toute une histoire, les messages de l'au-delà. C'est lui qui m'a donné le nom. C'est lui qui m'a donné le nom aussi du Café de la Spiritualité que j'ai créé. Donc c'est quand même extraordinaire. J'ai eu des choses extraordinaires après le décès de mon papa et il m'a fait comprendre que je devais servir tous les jours et qu'il était légitime de pouvoir en vivre. Moi, je le comprenais pas.
Je suis restée 1 an et demi à le faire comme ça, c'est-à-dire gratuitement, à donner des messages. Et j'acceptais pas, en fait, le fait est qu'on devait me rémunérer pour donner un message. Ça, je le comprenais pas. J'ai mis énormément de temps à le comprendre. Et après, les choses se sont mises en place très simplement. Et à Ah, partir de là, oui, merci tu quoi. abordes déjà pas mal de sujets en un parce que tu parles du café et de la spiritualité, ça on va y revenir, hein, tu nous expliqueras un peu plus tard ce que c'est. Tu parles de rémunération, ça aussi c'est un sujet parfois épineux par rapport aux Et puis, gens qui estiment ça qu'un don ça doit être gratuit, donc c'est aussi un très beau sujet à explorer. Et toi, est-ce que tu as vécu ça, cette médiumnité d'abord oui, tu as aussi dit qu'on t'avait guidé et on t'avait préparé avant ton papa, hein. Donc ça aussi, qui t'a préparé? Quelle est cette sensation que tu as? Est-ce que ça serait euh, ce que certaines personnes appellent des guides, ou bien est-ce que ça serait une partie de ton toi supérieur qui serait venu comme guide dans ta partie humaine? Comment tu vois les choses? alors moi, ça a été des messages directement de mes grands-parents décédés, qui me disaient de me préparer, mais je savais même ce qu'il allait avoir, le temps qu'il allait avoir le jour où mon père allait décéder. Enfin, c'était très précis. C'est surtout mes grands-parents. J'avais des grands-parents qui venaient me voir et qui m'apparaissaient, qui me disaient, voilà, ton papa va partir, prépare-toi. Et c'était vraiment, moi, c'était vraiment ça. C'était impressionnant. C'était fort. C'était comme ça. Et plus mon père se dégradait, plus j'avais des messages. C'était hallucinant. Alors, on n'a pas la tête à ça parce on est pris dans ce quotidien, cette maladie, et puis le voir décliner, se dire, attention, il est en train de partir, faut y préparer, mais on n'est jamais prêt, hein. Même quand on le voit décliner, on n'est jamais prêt, ça c'est clair. Et en fait, plus il déclinait, plus ça augmentait chez moi. Et plus j'avais aussi des grands-parents décédés qui venaient me voir. Donc, ça s'est passé comme ça, en fait. C'est pas un guide, c'est mes grands-parents. Et toi, tu vivais ça comme une bénédiction, ou bien c'était une charge? Une charge. Ah oui, c'était pas Je ne voyais agréable. pas comme sur le moment, je peux pas dire que c'est pas grave, c'est que je comprenais pas. J'avais pas la tête à ça. J'ai quand même une vie de famille, j'ai 4 enfants, c'était lourd au quotidien. J'avais mon père malade, c'est pas rien. On parle comme ça, mais le quotidien, c'est pas la même. Et quand on vit comme ça et qu'ils viennent vous dire ça, je te dis, non, en fait, tu veux pas l'entendre. Tu sais que ton père, il va partir, mais tu veux pas entendre ça, en fait. Tu veux pas entendre qu'on te dit, il va partir. Ça, tu veux pas déjà. Et en plus de ça, c'est pas le fait de donner des messages parce que je me disais, je savais même pas ce qui m'arrivait, je donnais, j'étais contente, les gens étaient contents, c'était fluide. Mais je me prenais pas la tête plus que ça. Je me disais pas, je vais devenir médium, c'est quelque chose qui va arriver. Pas du tout. J'essayais de comprendre pourquoi maintenant ça se manifestait alors que ça y était déjà quand j'étais jeune fille, mais pourquoi ça se manifestait là? Plus mon père déclinait, plus ça allait plus vite. C'était juste ça en fait mon questionnement. Mais c'était pas dans le sens d'un fardeau ou un poids. C'était surtout de ne pas vouloir entendre qu'il allait partir. C'est plus dans ce sens-là, moi. C'est ça. Et quand est-ce que tu as eu alors ce déclic que ça allait être ta profession? Parce qu'au départ, tu te destinais peut-être à toute autre chose. Oui, c'est vrai que j'avais jamais, mais jamais, jamais de ma vie, j'aurais cru que j'aurais été médium. Jamais. Donc, comment ça s'est passé? Mais quand mon père est décédé, à l'instant T du jour même, qui a suivi son décès, les jours qu'on suivi, ça a pris une tournure incroyable. Donc, comme je disais tout à l'heure, il venait me téléguider. Il me disait qu'il fallait que je transmette des messages, que j'avais déjà commencé à le faire sans m'en rendre compte, qu'il fallait que je continue, qu'il m'aiderait, il m'a même donné, c'est hallucinant ce que je dis, mais c'est vrai, il m'avait même donné donc le nom, les messages de l'au-delà que je devais mettre sur ma carte de visite à l'époque, avec 2 petites colombes, une en haut, une en bas, et il m'expliquait que c'était, lui c'était en haut et moi c'était en bas. Et c'est vrai que le design de ma carte a été exactement comme il me l'a montré. Donc, c'est à son décès, aussitôt après, comment il m'a guidée. Et après, je suis passée donc à l'étape numéro 2, c'est-à-dire qu'il m'avait dit, il faut que tu acceptes de donner des messages aux gens, mais maintenant les recevoir. Et moi, je me dis, c'est pas possible, j'y arriverai pas. Qu'est-ce que je vais leur raconter? Il m'a dit, il y a toujours un message pour quelqu'un, aie confiance en toi et n'aie pas peur. Et effectivement, bon, mais je me lance. Et c'était chez moi à l'époque, dans mon salon. La première personne qui arrive, c'était une dame. Donc, elle rentre dans mon salon, j'ouvre la porte, je la reçois. Et là, un livre ouvert. Je lui donne tout ce que j'ai,
tout ce qui concerne le monde qui l'entoure, les personnes décédées. Je lui décris tout, donc tout s'avère vrai. Et je me dis, mais c'est pas possible. Comment j'ai fait? Et mon père m'avait dit, j'ai dit, mais il faut que les gens te donnent quelque chose. J'ai dit, oui, mais moi, j'ai pas la notion de ça. Je comprends pas ça. Il me dit, mais tu diras qu'elle te donne ce qu'elle veut. Je suis d'accord. Donc la dame m'a donné ce qu'elle voulait. Ça a commencé comme ça. Donc c'était un Voilà. travail vraiment en tandem avec ton papa au début. Ah, mais complètement. Complètement. J'allais même, je le voyais à côté de moi. Il m'apparaissait. Mais c'était impressionnant. Et Mais moi, je me dis, quand je prends le recul, je me dis, mais c'est hallucinant. Ça a été vachement fort, en fait. Quand on analyse maintenant avec le recul, je me dis, mais ça a été hyper fort. Et aujourd'hui, c'est plus le cas, il n'est plus à côté de toi? S'il est, mais il est dans des sphères plus élevées. Ah. Il a un autre boulot à faire. Ça y est, il s'est occupé du mien, j'ai pris la route. Maintenant, c'est bon. En fait, il fallait que je prenne cette route. Et comme je l'ai prise, ça y est. Ah oui, il s'occupe, il est là. Mais pas en permanence. Non, ça c'est fini. Ça c'est fini. Ah oui, au début, c'était en permanence. En permanence, Sandrine. Ah oui. Je pouvais prendre la voiture. Je raconte d'ailleurs même dans une interview, je me rappellerai toujours, un jour, je prends la voiture et j'arrive à un feu, donc je m'arrête. Et là, mon père m'apparaît, s'assoit à côté de moi. C'est dingue quand on raconte des trucs comme ça. Et il me dit, arrête-toi, prends le téléphone et appelle Florence. Florence, c'est une amie maintenant, c'est Florence Pousset. Et je lui dis pourquoi. Il m'a dit, il faut que tu l'appelles. D'accord. Donc, ça faisait quand même maintenant plusieurs mois que je recevais les gens chez moi dans mon salon. J'avais commencé à recevoir en individuel, mais j'avais commencé le petit café de la spiritualité qui m'avait donc donné le nom. Presque un an, on va dire. Je m'arrête, je l'appelle, je lui dis, oui, Florence, écoute, je lui dis, elle me connaissait. Je lui dis, tu vas rigoler, je t'appelle, je sais pas pourquoi, c'est mon père qui m'a dit de t'appeler. Et elle me dit, mais moi, je sais pourquoi. Elle me dit, moi, je sais pourquoi. Elle me dit, voilà, chez mon bureau, dans un magasin à Bordeaux, donc c'est la boutique ésotérique Théora. D'ailleurs, on s'entend très très bien, j'ai commencé mes conférences là-bas. Et elle me dit, il faut que tu viennes. J'ai dit, d'accord, donc elle me donne un rendez-vous, je vais la rejoindre, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue. Et quand je suis rentrée, je suis arrivée dans son bureau, il y avait un ordinateur. Elle a ouvert l'ordinateur et elle me dit, regarde, il y a des dates, il y a des salles. Mais maintenant, il faut que tu commences. Et moi, je la regarde, je lui dis, alors là, non. Et elle me dit, ah ben alors là, si. Ah oui, c'est le vertige, là, hein, de te lancer comme ça. Et pour ça, je te dis, c'est hallucinant. Parce que si mon père vient pas dans la voiture, s'il me dit pas de m'arrêter, s'il me dit pas d'appeler, je le fais pas. Comment je peux savoir qu'elle a son bureau? Comment je peux savoir ce magasin, il a ouvert et qu'il a des salles et qui font venir des intervenants? Je savais pas tout ça. Et j'étais pas prête pour tout ça. Mais la preuve que oui. Puisque c'est comme ça que j'ai démarré. Et j'ai commencé à Bordeaux, donc dans la boutique ésotérique Théora, où j'ai donné mes cafés à spiritualité. C'était tous les jeudis, parce que j'ai toujours été fidèle aux jeudis. Et voilà, donc tous les jeudis après-midi. Voilà, j'ai commencé comme ça. Ah bah là, tu peux peut-être expliquer du coup ce que c'est que le café de la spiritualité. Oui, le café à spiritualité, au départ, quand mon père m'a donné le nom, j'ai mis 3 mois pour comprendre ce que ça voulait dire. Et j'arrêtais pas de lui dire, mais viens me voir, dis-moi. Impossible, pas de réponse, rien, calme plat. Je ne le voyais pas, je ne l'entendais pas. J'étais là, devant ce nom-là, en train de me dire, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Je trouve aucune explication. Et un matin, je me lève, je me dis, ça y est, j'ai compris. En fait, il faut que ce soit moi qui le fasse. Donc, j'ai créé Café à Spiritualité de manière conviviale, c'est-à-dire que je faisais du thé, du café, des gâteaux, je faisais une petite entrée, je recevais les gens dans mon salon, je transmettais des messages, et les personnes qui n'avaient pas de message me demandaient une question et je leur répondais. Donc, c'est-à-dire que toutes les personnes repartaient avec quelque chose. Voilà, tout le monde repartait avec quelque chose. Personne ne repartait frustré ou pas et sans rien. Ça, je n'aimais pas ça. Et c'était de manière conviviale. Donc, ça a commencé comme ça, le café à la spiritualité. Et c'est quand même mon père qui m'a donné le nom. Donc, voilà, c'est pas rien. Et aujourd'hui, tu continues ça? Oh oui, je continue et j'ai encore beaucoup de projets à ce sujet-là, puisque c'est quand même lui qui m'a donné le nom, donc il faut que je le fasse vivre. Maintenant, je vais le faire vivre. Et là, les gens doivent se rendre toujours chez toi ou bien comment ça se passe? Heureusement, c'est fini cette époque. Je n'aurais pas assez de place maintenant. Alors, oui, maintenant, en fait, c'est dans des salles, c'est-à-dire, bon, je vais dans le... D'ailleurs, bientôt en novembre, là, il y en aura un grand dans mon département. Je vais faire un grand café spiritualité, donc je vais dans des salles où des fois les associations me font venir et je fais mon café la spiritualité.
J'en fais un petit peu partout maintenant en France. Ah oui, donc tout le monde peut venir. Alors il faut s'inscrire peut-être à l'avance. Bien sûr, il y a une affiche, vous avez une inscription, c'est toujours de manière conviviale. Tout le monde repartira avec quelque chose, comme je dis, même si on a une grande salle, qu'il y a beaucoup de monde, s'il y a pas, des âmes décédées qui se manifestent, il y aura quand même, heu, je pourrai apporter des réponses à certaines personnes qui n'ont pas eu de message et ça, j'y tiens parce que, pour la moindre des choses que les gens sont venus, se sont déplacés et on leur vend pas du rêve. On peut pas leur dire dans une salle de 50 à 80 personnes, il va y avoir des messages pour tout le monde. Ça, c'est pas vrai. Donc, surtout, je mets bien en garde les gens quand ils vont dans des conférences. S'ils pensent tous avoir des messages, c'est pas vrai. Parce que déjà, on ne sait jamais qui va venir et qu'est-ce qui sera dit. On ne le sait pas. On n'a pas le même enfin, temps. Oui et non, indirectement. Mais je veux dire, leur temps à eux n'est pas le nôtre terrestre. Donc, on ne sait même pas, nous, qui sera là. Donc, dans une salle, on ne peut pas promettre à tout le monde d'avoir les contacts défunts. Par contre, ce que je peux promettre, c'est que tout le monde repart avec quelque chose. Ça, j'en suis capable. Et je crois que je l'ai assez prouvé depuis ces années parce qu'on m'a vu beaucoup en salle. Et je laisse personne partir sans rien. Ça, D'accord. c'est vraiment auquel je tiens. Et donc on retrouve tous les renseignements sur ton site, certainement. Quand on veut participer Bien à un de tes sûr, événements, tout est là. Voilà. surtout sur Facebook, Instagram, ma chaîne YouTube, TikTok aussi également maintenant et mon site également. Mon site, oui, mais c'est plus dans mes réseaux qu'on va voir où je me déplace. D'accord. Donc de toute façon, tout se trouve dans le descriptif de cette vidéo. Alors Bien Sophie, sûr. quelle différence tu fais entre médiumnité, Mmh. voyance, intuition et channeling? Ça fait 4 mots. Donc médiumnité, voyance, intuition, channeling. Alors ça va surprendre certains, il y en a qui seront d'accord, d'autres non. Mais pour moi, il y a pas de mots, en fait. Pour moi, il y a pas médium, voyance, nanana. Alors, on se sert de ces mots sur la terre parce qu'il faut décrire que quelqu'un qui donne une réponse sur une question de vie, on appelle ça voyance. Quelqu'un qui donne un contact défunt, on appelle ça médium. L'intuition aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup d'ailleurs, que j'incite beaucoup les gens à écouter leur intuition parce que ça apporte beaucoup dans la vie. Mais pour moi, c'est du channeling direct. Il y a pas de case. C'est-à-dire, quand moi, mais ça c'est pour mon histoire à moi propre, il y en a qui seront d'accord, comme je dis, d'autres non. Mais pour moi, chez du channeling, c'est direct. C'est-à-dire que j'ai quelque chose qui vient, j'ai un message qui vient pour la personne, et on me dit pas en haut, attention, ce que tu dis là, c'est de la voyance. Ça marche pas comme ça n'existe pas. Moi, franchement, pour moi, ça existe pas. Mais je comprends que quand on présente quelqu'un, on est obligé, puisque maintenant tout le monde, comment dire, ça a été diffusé et mis comme ça. Maintenant, tout le monde sait que voilà, la voyance, c'est référé à ça, la médiumnité à ça. Donc, on est obligé de rentrer dans des cases. Mais pour moi, ça n'a rien à voir. Je reçois un message, c'est du channeling, qu'il soit contact défunt, qu'il soit dans le cas de la voyance, c'est la même chose. Ça n'existe pas. Là-haut, ça n'existe pas pour eux, tout ça. Ils vous envoient le message pour la personne. Ça s'arrête là. Et au niveau du rôle qui est le tien, est-ce que tu te définis plutôt comme une messagère, quelqu'un qui console, peut-être un guide spirituel? Comment tu te vois par rapport aux personnes qui te consultent? Moi, je dirais plutôt la messagère qui apporte l'enveloppe. C'est la factrice qui amène l'enveloppe du jour. Je te donne ton message. Voilà, c'est celui-là aujourd'hui qui t'était destiné. Et avec, oui, beaucoup de compassion et consoler, oui. Parce que les personnes, il y a beaucoup de gens qui sont avec de chagrin, qui ont de la peine. Et on ne peut pas faire ce travail si on n'est pas humain ou on n'a pas de la compassion. C'est pas possible. On ne peut pas être digne de le porter. Il faut avoir un minimum. Il y a des personnes qui viennent vous trouver qui sont au bout du bout. Et ils mettent tout l'espoir sur le message qu'ils vont avoir. C'est hyper important. Donc moi, je dis la messagère qui console, ça c'est clair. Et tu parles de compassion. Est-ce que tu penses que quand on fait preuve de compassion à quelqu'un, on doit pour autant être soi-même dans l'émotion, ou bien est-ce que tu penses que le médium qui reçoit doit rester dans une forme de neutralité? On doit rester dans une forme de neutralité pour pas qu'on rentre dans la peine de la personne. Alors, on peut être touché par son histoire, par ce qu'on lui donne, mais on doit rester, comment je dirais, imperméable. Pourquoi? Si on est affecté, si on commence à être affecté, on sera pas
perspicace et bon dans le message. Voilà, on peut être touché par l'histoire parce que c'est notre cœur. Si on fait ça, c'est parce qu'il y a le cœur, il y a l'amour de l'humain. On peut pas passer des journées comme je fais et des conférences et des lives si j'aimerais pas l'humain. C'est que j'ai vraiment envie de l'aider, que j'ai de la peine de voir les gens souffrir, beaucoup même. Mais je dois rester imperméable parce que en me mettant dans ma bulle à moi, ça me permet de pas être affectée par tout ce que je reçois par rapport à ces chagrins, ces peines des personnes. Je suis obligée. Je suis Oui. obligée. Autrement, je serais pas, mes messages seraient pas fiables pour moi. C'est ça. On va pas remettre une couche de notre propre chagrin dans l'expérience de l'autre, c'est ça. Et comment tu fais justement la part des choses entre ce qui t'appartient et ce qui est le message délivré? Est-ce que tu n'y as pas des fois un risque que ce soit tes propres croyances qui guident le message que tu vas donner? Mais justement, en général, quand je transmets, les gens le voient et quand je suis en caméra, comme là, quand tu me parles de je regarde, c'est une façon que j'ai. Je regarde pas la personne en général parce que je veux que ça soit vraiment authentique. Donc, je veux pas qu'il y a une pensée de moi qui pourrait ou un trait du visage de la personne qui ferait une mimique ou quelque chose au moment où je transmets. Justement, en général, je regarde pas, je suis ailleurs. Et je sais que là, c'est c'est fiable. J'ai jamais eu ce cas-là, d'avoir une pensée qui va venir. Si je l'ai, je l'ai. Si j'ai rien, je dis: «Beh, écoutez, là, Ah il y a oui, rien». d'accord. Tout simplement. Et comment ça se passe alors toi, ton vécu, les sensations que tu as à ce moment-là quand tu reçois un message? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Le message, il me transcende. Je suis sûre du message, ça arrive vite et je ressens, ce que le défunt ressent. Il me décrit ce qu'il ressent, comment il est. Ça, à chaque fois, je le ressens en permanence et la personne qui est en face, je ressens aussi sa douleur. En fait, je suis comme, tu sais, les prises électriques. Je donne, voilà, je prends une prise et une autre prise, enfin, je sais pas comment on pourrait dire. 2 embouts, si tu veux, et hop, je les connecte. Tu vois? Je connecte les 2 personnes. Moi, je suis celle qui les connecte. Je suis Et celle qui connecte les est-ce que tu entends et vois à chaque fois ou bien est-ce que parfois c'est d'une manière ou d'une autre? Parce que là, tu viens de parler des ressentis corporels. Est-ce que c'est oui. variable ou pas? Non, c'est tout le temps pareil. Moi, je trouve que c'est tout le temps pareil. Je vois, j'entends tout le temps. C'est que c'est comme ça. Ils viennent comme ça. Ça j'ai jamais eu de changement pour ça et des fois, j'ai des choses extraordinaires où j'ai souvent eu des âmes décédées qui me montraient des plans de conscience dans l'au-delà. Mais pas à ma demande, parce que jamais et puis j'ai même pas envie de leur demander, je veux pas savoir. Mais des fois, ils me le montraient eux-mêmes, me dire: «Regarde, je suis là, je fais ça». Souvent maintenant, beaucoup, beaucoup, beaucoup maintenant avec le temps, je me rends compte qu'ils me montrent beaucoup ce qu'ils font en haut. Et pourquoi c'est important de te montrer ce qu'ils font? Est-ce que ce qu'ils font est différent de ce qu'ils faisaient sur terre? Quelle est la signification de vouloir absolument, te montrer cela? Pour rassurer la personne qui est en bas, pour lui dire que la vie continue en haut et que le rôle que la personne fait en haut a de l'importance par rapport à la vie qu'elle a vécue. Des fois, il y a une similitude et des fois, il y en a pas. Mais en général, il y en a un peu quand même. Je trouve toujours qu'il y a un petit truc où la personne me dit: «Ah oui, je comprends. Effectivement, il aimait ça. Je suis pas étonnée qu'il s'occupe de ça en haut». Et des fois, on a eu des cas contraires où on était étonné que cette personne aille faire ça. Mais c'était pour lui montrer par rapport à mon vécu, je me trouve de l'autre côté aujourd'hui, tu m'as connue telle quelle, aujourd'hui je fais ça. Parce que j'ai compris des choses et le fait de continuer dans cette voie-là, dans l'au-delà, d'évoluer dans telle chose, me permet de comprendre mon incarnation. Et en même temps, la personne qui est en bas, elle se dit d'accord, ok, ça apaise, ça apaise. Il y a quelque chose, Non, c'est nécessaire. si on comprend bien ce que tu expliques là, enfin, je vais essayer de traduire, ça voudrait Oui, dire que vas-y. quand on quitte, ce corps, cette enveloppe, du corps humain, on s'en Oui, va dans un ailleurs qui, oui, n'est pas, un endroit vide de tout, mais, c'est comment dire? Peut-être qu'on a une autre matière, une autre apparence. Est-ce qu'on peut encore se toucher, se serrer dans les bras? Parce que si on a des occupations, bah, je suppose que oui. Et il y aurait donc oui, différents espaces suivant le degré d'évolution de la personne. Est-ce que c'est ça que tu vois? tout à fait. Oui, oui, c'est ça. C'est tout à fait ça.
effectivement. Des fois, il y en a qui rejoignent, pardon, des âmes décédées de leur famille qu'ils ont appréciées, mais des fois, on les voit ensemble, mais on les voit pas rester longtemps dans le même temps, dans le même espace de conscience. On les voit se séparer pour qu'ils aillent faire autre chose. Souvent, ça arrive, ça. Souvent. Des fois, ils restent pas permanence à côté, hein. Et il y en a, à contrario, ils sont inséparables. On a différentes phases. Et puis, il y en a d'autres qui sont coincés. Il y en a d'autres qui sont limités. Il y en a d'autres qui veulent pas sortir de là où ils sont. Il y en a qui se sentent perdus, oubliés. Et il y en a qui ont du chagrin aussi. Ça m'est arrivé tout ça, de le voir. Ça fait bizarre, mais ça existe. Et est-ce que ces choses-là durent ou bien est-ce qu'il y a une fin aux souffrances là-haut? Est-ce que tu as une expérience marquante? Une expérience marquante, il y en a eu, c'est sûr qu'il y en a eu. Mais j'ai le cas d'une dame où son papa était décédé et cet homme-là avait beaucoup, beaucoup de regrets, de remords. Et il y avait, un pardon n'avait pas été fait. Il avait eu des comportements très durs avec sa fille et des choses qu'il avait faites qui n'étaient pas du tout, voilà, c'est pas joli quoi en fait. Et c'était quelque chose qui restait secret dans la famille, mais elle a été très marquée par ça. Et son père, il n'était pas bien dans le plan, il n'irait pas, je dirais. Dans le plan de conscience où il était limité, il était attristé et il avait honte. Il avait honte. Mais il avait toujours un peu cette colère envers elle, comme il lui en voulait encore. C'est hallucinant parce qu'il y avait ce remords, il y avait cette peine, mais il y avait encore de la colère. On voyait qu'il n'avait pas encore passé tout ça. Et sa fille arrivait pas à lui pardonner, mais quand je lui ai transmis le message qu'il est venu pour lui demander pardon, au départ, il était réticent. On voyait qu'il venait, mais il n'arrivait pas. Et au bout d'un certain temps dans la consultation, il arrivait à lâcher des choses. Je lui ai donné des détails qu'elle a reconnus. Ça l'a touché et il attendait d'elle un pardon pour être libéré de ce poids enfin, les conséquences de son acte qu'il avait fait et dont elle en avait souffert. Et à partir de là, quand ça a été dit, il a changé complètement. Le visage est devenu plus illuminé. On voyait qu'il était soulagé. Et il me disait qu'il allait pouvoir un peu mieux évoluer maintenant. Parce qu'elle lui avait accordé son pardon. Mais le dialogue a été difficile au début. Parce que même lui, quand il est arrivé, on voyait qu'il était resté dans un temps comme il était parti. Il est resté encore, il était figé sur des choses. Même lui, il avait du mal. Pourtant, on se dit, bon, il a réalisé, il a entrevu tout ce qu'il a mis en émotion aux personnes sur Terre pendant son incarnation. On le voit, ça, on le dit, hein, après le décès, c'est vrai. Ça a été assez prouvé déjà depuis des années maintenant, avec les cas de MI et d'autres. Mais malgré tout, il était resté figé sur ça. Donc, il est venu donner le message, j'ai transmis à sa fille, et après, il y a eu une réconciliation. Sa fille a pleuré, lui était soulagé et chacun a pu continuer sa route. Voilà. On pourrait dire alors que quand on quitte cet espace terrestre, on part avec ce que l'on est, ce que l'on a fait, ce qu'on a développé, on part avec ses croyances et de l'autre côté, ça continue. Donc. Et on dit toujours aussi qu'on n'est pas vraiment jugé de l'autre côté, sauf peut-être par soi-même. Justement, ça continue encore, ça aussi. Oui, on est jugé par soi-même. En fait, on est propre juge de nous-mêmes, de nos actes commis, de nos paroles qu'on a émises pendant notre incarnation. On n'a pas conscience quand on vit dans la vie de tous les jours. On ne se rend pas compte. Une parole, un mot à quelqu'un, il suffit que ça a blessé profondément. On se dit, bon, c'est rien. Mais c'est pas rien. Ce petit truc-là, il est enregistré. Et le jour où on part, on est juste spectateur de notre vie. C'est-à-dire, on regarde notre vie défiler et on voit en fait tout ce qu'on a fait. On se dit, ah oui, quand même. Ah, mais j'aurais pas pensé que j'aurais touché comme ça. Et bien, en fait, on nous dit, regarde, je te montre ce qui s'est passé ce jour-là, mais regarde un peu ta parole, ce qu'elle a engendré chez lui. Ça l'a affecté. Et sur le moment dans l'incarnation, on n'a pas porté attention. On se dit, c'est rien, c'est une broutille. Mais la petite broutille, elle était importante pour lui ou pour elle, à qui on a offensé ou à qui on a blessé. Et là, on le sent. En fait, on est transcendé par la douleur qu'on a émise. D'accord. Alors là, je vais te poser une question maintenant qui est double parce qu'on va voir le point de vue du côté médium et le côté, client, si tu veux.
Est-ce qu'il y a des risques au niveau psychique, émotionnel ou même physique quand on pratique la médiumnité ou quand on vient consulter un médium? Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ces deux aspects-là? C'est-à-dire, moi, en tant que médium, si j'ai des risques au niveau de psychique, le fait de transmettre tout ça? C'est ça. Alors, quand je transmets, des messages et forcément c'est mon quotidien, donc il faut être, comme je disais tout à l'heure, le fait d'être imperméable et hermétique permet de ne pas être affecté. Parce que des fois, dans tout ce qu'on ne voit pas, donc tout ces cet au-delà, c'est tout ce qu'on ne voit pas. Ces âmes qui viennent restent des fois accrochées. Donc dans le visuel, on ne le voit pas derrière moi, si c'est accroché ou pas, mais moi, je peux être affectée. Je peux avoir, par exemple, un comportement de tristesse ou une colère qui est là, permanence sur moi, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai une âme suite à un contact qui est resté accroché. Donc c'est pour ça qu'il faut rester hermétique et se préparer. Il faut être vraiment, je dis toujours, bien ancré, bien dans ses baskets et avoir quand même un bon équilibre entre en haut et ici. Ça, c'est clair pour tenir. Mais même avec ça, il arrive que des fois, ça s'accroche. Voilà, on n'est pas infaillible, on n'est pas, comment dire, on n'est pas Dieu, tout simplement, enfin, façon de parler. Voilà, on fait partie de tout cet univers, mais on n'est pas infaillible, on est dans l'incarnation humaine et nous aussi, on doit apprendre à comment faire quand il y a des contacts comme ça répétitifs où on est affecté. Donc, ça nous apprend aussi. Donc, ça, on n'est pas infaillible. Après, pour les personnes qui viennent me consulter, je ne veux pas qu'elles soient addictes. Je ne veux pas de l'addiction. Je ne veux pas que les gens reviennent en permanence parce que c'est pas bon et ça ne sert à rien. On peut avoir eu un message, mais ça sert à rien de revenir la semaine d'après ou les semaines qui suivent en pensant que le défunt en question va revenir. Non, non, parce que on sait même pas s'il va revenir et c'est pas rendre service à la personne parce que c'est la rendre addicte de quelque chose. Alors on sait même pas nous si l'âme va revenir, mais la personne y croit. C'est pas bon. Ça va pas l'aider. Ça va pas l'aider. Donc ça, faire attention que les gens ne deviennent pas addicts de ça. D'accord. Alors sans devenir addict, pour ceux qui veulent prendre rendez-vous avec toi, ça se passe sur ton site ou sur les réseaux sociaux? On fait ça comment? Alors sur mon site, on va dans le petit bouton marqué rendez-vous, on appuie dessus et là les gens choisissent leur créneau, voilà leur créneau, le jour et l'heure qui leur conviennent. Et après ça se fait ou via WhatsApp en visio, ou ça peut être Messenger, ou ça peut être autre chose, ou par téléphone pour les gens aussi qui n'auraient pas les réseaux sociaux. D'accord. Voilà. Alors Sophie, on a eu un très très bel échange déjà jusqu'à présent. Je ne sais pas s'il y a un sujet que tu aimerais toi aborder et dont on n'a pas encore parlé. Moi j'ai encore une petite question pour toi et ça sera peut-être le mot de la fin. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que toi tu souhaites encore exprimer? Oui, je voudrais parler enfin, du café, la spiritualité. Et j'aimerais, si les personnes me suivent, qu'ils me rejoignent dans ce café, la spiritualité, parce il est différent de tout ce qu'on voit. Ce n'est pas des conférences médiumniques, c'est un café, la spiritualité, où il y a de l'échange, du partage, de la convivialité, et où je démontre qu'on peut transmettre des messages avec de l'humour, et que pour ceux qui en ont pas, on peut repartir avec quelque chose. Donc c'est une autre façon, de manière aussi conviviale, c'est une autre façon de montrer la médiumnité. Voilà. Donc ça j'aime bien en parler parce que je trouve que quand on va, il y a beaucoup de gens qui font des conférences médiumniques que je ne critique pas du tout, hein. Mais mon point de vue, c'est pas facile quand on arrive dans une salle où on est figé, assis toute une journée à attendre un message et qu'on repart, qu'on n'a pas eu forcément la personne qu'on attendait. Et je trouve que c'est triste, c'est froid. Que quand on le fait de manière conviviale, parce que moi je suis un petit clown quand même, j'aime bien rigoler. Et d'ailleurs on le voit ou dans mes lives ou autres. Et c'est vrai que je veux dire qu'en fait on peut passer des messages comme ça à travers l'humour, à travers du partage et de la convivialité. L'énergie est différente, elle est plus fluide. On n'a pas des gens figés comme ça toute la journée en train d'attendre. Voilà, c'est Oui. autre chose. Puis c'est bien que tu emploies ce mot d'humour parce que quelquefois on pense que la spiritualité c'est triste à mourir, qu'on va devenir des gens ternes et ennuyeux et c'est pas du tout le cas. Justement, il y a beaucoup de rire dans ce milieu aussi. C'est très intéressant de t'écouter. Quelle est ta relation aujourd'hui par rapport à la mort? Une bonne question ça. Alors, dire que j'ai pas peur de la mort, je dirais pas ça. Parce que je pense que la mort, à quelque part,
même si je suis médium et que je transmets les messages, le passage de la mort, il y a quand même une appréhension. Donc, je peux pas dire que peur à ce niveau-là, non. Une appréhension, oui. Ça, oui. De passer de l'autre côté, oui, oui. Même si je sais, même si j'ai vu, même avec tout ça, j'ai quand même une appréhension. Et après, je dirais que euh, c'est beau de l'autre côté, c'est encore du travail sur nous-mêmes. Faut pas croire qu'on va passer comme ça et qu'on va se dire bon ça y est, j'en ai fini avec cette vie et puis ça y est, c'est terminé, je passe à autre chose. Voilà, non, il y a encore une continuité. On va continuer à apprendre, on va continuer à grandir. Donc en fait, je suis plus, je sais pas, la mort elle viendra quand elle viendra. Ça appartient à là-haut, comme je dis, je sais pas. Et puis je veux même pas savoir quand c'est que je vais partir. Mais je veux dire que si ça doit arriver, ben, j'espère repartir avec pas mal de bagages et arriver là-haut en me disant bon ben j'ai fait du bon boulot. C'était pas trop mal quand même. Donc voilà, j'ai mon appréhension, puis une appréhension aussi de quitter les nôtres, parce qu'on a toujours peur de dire nos enfants, notre mari, les gens qu'on aime. On a toujours ce truc de se dire comment ils vont faire quand on n'est pas là, alors que la vie va continuer. Mais c'est toujours cette pensée qu'on a. Donc il y a une appréhension aussi à ce niveau-là. Mais après, je me dis ma foi, je ferai comme tout le monde, je vais passer comme tout le monde, il n'y a rien qui va changer, sauf que mon métier m'a appris qu'il faut apprendre à vivre le jour, et qu'il faut, je fais attention par rapport à avant, bien évidemment, un peu au comportement, aux mots que je peux employer, parce que j'ai vu qu'il y avait de la résonance. Voilà, j'ai vu qu'il y avait on part avec ces bagages-là, donc j'y suis plus vigilante. Alors merci Sophie, je vais lui laisser le mot de la fin bien entendu. Je vous invite à aller voir les liens dans le descriptif de cette vidéo. Vous allez retrouver les activités que Sophie propose, aller voir ses réseaux sociaux, aller piocher un peu dans tout ce qui vous intéresse. Je vous rappelle aussi que j'organise plein de choses de mon côté. Je vous invite aussi à aller voir. Et voici le petit mot de la fin par Sophie. Alors déjà, je voulais te remercier infiniment, Sandrine, pour, comme j'ai dit, pour m'avoir invitée sur ta chaîne, et j'étais très contente de venir. Oui, moi aussi. Et je suis contente de t'avoir reçue. merci. Et je te souhaite beaucoup de belles choses pour ta chaîne encore, qui est très jolie. Et ce que tu fais est beau. C'est chouette. Continuer, voilà. Donc, j'incite tous les gens qui me regardent à suivre la chaîne de Sandrine. Voilà. Et après, un mot de la fin, vivez le jour, profitez de ce que vous pouvez profiter chaque jour, les petites choses du quotidien. On se retrouve dans les petites choses du quotidien. Donc voilà, ce que je dirais, c'est profitez des petits moments que vous pouvez avoir au quotidien. Voilà, tous ces petits moments-là, un petit fou rire, un échange, boire un café avec quelqu'un, tous ces petits trucs, ça compte. Ça compte énormément. Donc, vivez le jour. Alors, bien évidemment, on est obligé de programmer, on a une vie, moi la première, mais essayez d'avoir un peu une philosophie moins être rigide, être attaché aux choses comme ça, c'est-à-dire lâcher un peu prise, dire bon, on verra demain, je ne vais plus faire ça aujourd'hui, peut-être j'irai bien prendre un petit café avec une copine, des choses comme ça. Voilà. Cette philosophie-là, elle aide dans la vie au quotidien, elle aide. C'est important. Merci Sophie, merci beaucoup pour ton partage. Merci à vous d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout et je vous dis évidemment à très bientôt dans la prochaine vidéo.